7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Grand Kawa bien serré. Alors d'abord, ensuite une petite dégustation, conversation avec un livre. Et pas n'importe quel livre, on va le voir. Alors dans mon Kawa brûlant, je vais décrypter le discours scandaleux de l'humoriste Sophia Aram. On va voir comment elle relativise les dizaines de milliers de morts à Gaza. Son discours a divisé, je vais le décrypter. Pardon. Et mon invité est chercheur, mais il a surtout trouvé le bon thème pour nous accrocher ici sur Beurre FM. Olivier Esteves est le co-auteur d'un livre événement dont tout le monde parle. Le titre du livre, je l'adore. La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Hein, je le fais, vous avez compris la ref à Sarkozy. Enquête sur la diaspora française musulmane. Avec ce constat, ils et elles sont nombreux à quitter la France pour plusieurs raisons. On va le voir avec lui. C'est une enquête très fine, pas toujours rassurante, mais instructive sur l'état de la France et de notre société. Olivier Esteves, merci d'être là. Merci à vous. Ça va ? Très bien, très Vous bien. êtes venu de Lille pour nous ? Oui, alors c'est pas non plus très loin. J'ai entendu que vous étiez impressionné quand j'ai dit Non, ça va. Lille. Bon, voilà. Non, parce que j'avais préparé ma petite vanne. Le Nord, tu l'aimes et tu le quittes souvent ? En ce moment, quand même assez souvent, effectivement. Vu l'engouement médiatique vrai, autour du bouquin, effectivement, c'est pas rare que je quitte le domicile familial. Et c'est important de vous recevoir ici, vu la thématique du livre. On va revenir en détail sur ce diagnostic précis que vous faites de ce mal français. Mais avant tout, pour mon Kawa brûlant, on va monter sur scène, sur les planches des Folies Bergères. On a sélectionné... Ah ouais, moi ça m'avait pas plu, ça. Le petit extrait du discours de l'humoriste Sophia Aram lors de la 35e cérémonie des Molières, version originale avec applaudissements que nous a sélectionné Kim. Car voyez-vous, dans le brouhaha de nos indignations faciles, le silence, même relatif, après ce 7 octobre, dans lequel 1200 Israéliens ont été massacrés, est assourdissant. Et s'il est évident que nous partageons tous ici les appels au cessez-le-feu, comment être solidaire des milliers de civils morts à Gaza sans être aussi solidaire des victimes israéliennes ? Comment exiger d'Israël de cesser le feu sans exiger la libération des otages israéliens ? Comment réclamer le départ de Netanyahou sans réclamer celui du Hamas ? Évidemment, en entendant cela, j'ai bondi. Alors on va y aller comme d'habitude, objectivement et avec méthode. Commençons par le cœur de son argumentaire. Comment être solidaire des milliers de victimes à Gaza sans être solidaire des victimes israéliennes ? Déjà, premier point, on ne sait pas de qui Sophia Aram parle. Qui serait solidaire des victimes à Gaza sans être solidaire des victimes israéliennes ? Elle parle du milieu de la culture. Je crois qu'au lendemain du 7 octobre, et c'est normal, il y a eu une unanimité pour condamner ces atrocités. Je n'ai pas souvenir d'une voix dissidente dans le cinéma, dans le théâtre ou dans la littérature. Elle parlerait des politiques. La position du gouvernement français a plutôt été qualifiée de molle et de lente face à la situation dramatique à Gaza. Et d'ailleurs, rapidement, Emmanuel Macron s'est affiché aux côtés de Benyamin Netanyahou dès le 23 octobre 2023. Elle parle de qui alors ? Des Français en général ? Des Arabes de France ? Des musulmans, tout cela n'est pas très précis et reste volontairement flou. Pas d'enquête sérieuse, pas de chiffres, une impression, un sentiment ou tout simplement de la mauvaise foi. Surtout, Sophia Aram réalise ce qu'elle prétend combattre. Elle met en concurrence des drames. Elle divise en opposant les victimes d'un camp contre un autre. Et son addition semble quelque peu pencher dans un sens. 1200 morts et 128 otages actuels valent plus ou autant que 30, 40, 50 ou 60 000 morts, dont de nombreux enfants. Poursuivons par le pire de son discours. Comment exiger un cessez-le-feu sans exiger la libération des otages ? Quel deal cynique et moralement insupportable que nous propose Sophia Aram. Se rend-elle compte de ce qu'elle dit ? Mettre comme condition à la fin d'un risque de génocide, c'est l'ONU qui le dit, la libération d'otages, c'est valider la stratégie de vengeance aveugle de Benyamin Netanyahou qui a fait de la destruction d'immeubles, d'écoles, d'hôpitaux, d'écrasement et d'anéantissement de familles, de l'agonie d'enfants, de tueries de masse, du meurtre d'humanitaires, de journalistes, une stratégie militaire. C'est partir du principe que pour faire justice aux morts du 7 octobre et obtenir la libération des otages, tuer des dizaines de milliers de civils, c'est acceptable. C'est accepter qu'Israël, avec sa démocratie et son armée entre guillemets la plus morale du monde, Israël peut s'octroyer le droit de tuer sans limite tant qu'elle n'aura pas obtenu ce qu'elle souhaite. Imaginons un seul instant que cette règle eût été la doctrine des relations internationales et du droit international. François Hollande, au lendemain du 13 novembre, aurait pu raser une partie de la Syrie et de l'Irak, tuer des dizaines de milliers
milliers de civils à Raqqa et à Mossoul, affamer des enfants, empêcher l'accès des convois humanitaires, faire déplacer des populations tant que justice n'eût pas été rendue et les donneurs d'ordre de Daesh arrêtés ou tués. Pire, selon la doctrine Sophie Aram, il aurait été acceptable de raser Molenbeek en Belgique, puisque s'y cachaient les chefs opérationnels des attaques de Paris ainsi que Salah Abdeslam, seul membre en vie du commando. C'est exactement ce que dit Sophie Aram avec une légèreté étourdissante. J'ose penser, imaginer que par ignorance ou déconnexion, elle n'a pas mesuré la gravité de ses propos. Discours qui a réussi la prouesse de réunir les soutiens et likes de la fachosphère, de l'extrême droite israélienne et de l'animateur Arthur qui l'a qualifié de Queen. Allez, continuons ce décryptage et arrêtons-nous sur l'expression silence assourdissant pour parler du 7 octobre. On connaissait en droit pénal le renversement de la charge de la preuve. Sophie Aram invente là le renversement de la réalité médiatique. Des enquêtes ont démontré que les JT français ont très peu parlé de la situation à Gaza. La plus édifiante est celle de Célia Chirol, doctorante et chercheuse en anthropologie des médias. Voici son constat. Après près de 100 jours de guerre et déjà des dizaines de milliers de morts, elle dresse ce constat. Sur les JT analysés du 6 au 14 janvier, seulement 29 secondes de temps d'antenne ont été consacrées à Gaza et au sort des Palestiniens. Plus en détail, cela donne 5 secondes pour TF1, 10 pour M6 et 14 secondes pour France 2. Et encore en fin de journaux, après les affaires Alain Delon et le dernier clip de Jennifer Lopez. Oui, il y a un silence assourdissant, mais ce n'est pas celui que Sophia Aram dénonce. Je sais que je prends des risques avec ce billet, que je peux être victime de raids numériques ou de dénigrement de masse, mais c'est le job. Je suis journaliste et lorsqu'une humoriste d'une grande radio se permet autant de légèreté et se risque à analyser une situation humanitaire dramatique à laquelle nous sommes témoins impuissants, je ne peux rester les bras croisés face à ce qui s'apparente à une opération relativiste. Oui, relativiser des massacres, nuancer la gravité d'un tel drame. Et y réfléchir, je ne sais pas ce qui est le plus insupportable dans cette séquence. Le sourire narquois de celle qui pense mieux que tous et qui va professer sa vérité avec un prétendu esprit irrévérencieux qui en réalité s'embourbe dans un conformisme pollué de fake news. Le décorum ultramondain de la scène, les applaudissements complaisants de la salle ou tout simplement le fond du discours factuellement faux et moralement insupportable. Ma conclusion, il s'agissait soit d'un mauvais sketch, soit d'un mauvais édito politique. Dans le premier cas, c'est pas de mon ressort, il en faut pour tous les goûts, même si c'est pas drôle pour moi. Dans le second cas, elle aurait pu au moins attendre d'être seule devant son miroir ou adosser un comptoir de bistrot. Voilà, allez, on change. Très, très beau papier, c'est vrai qu'il ne manquera pas de faire réagir, j'imagine, les auditrices et auditeurs de Beurre FM, et je pense effectivement que cette vidéo va circuler, et évidemment nous assumons pleinement bien sûr, c'est objectif, ce propos, voilà. C'était pas un billet humoristique comme elle a pu le faire. On change de sujet, c'est un sujet aussi puissant, profond, national, pas que d'ailleurs, on va le voir. Mon invité c'est Olivier Esteves, professeur des universités à Lille, spécialiste, vous m'arrêtez si je me trompe, du monde anglophone, de l'ethnicité et de l'immigration. Vous êtes le co-auteur avec Alice Picard et Julien Talpin de la France, tu l'aimes mais tu la quittes. Alors déjà, petit commentaire sur le titre. C'est un détournement d'une formule sarkozyste. Comment vous est venue l'idée ? Parce que déjà, on dit souvent un bon livre, c'est un bon titre aussi. Oui, alors enfin vraiment à titre personnel, j'ai souvent tendance à commencer un projet de bouquin par un titre. En fait, je me dis voilà, est-ce que tel ou tel projet fonctionnerait bien ? Et souvent c'est vraiment à titre personnel, le premier truc auquel je pense, c'est un titre. Alors ça peut être une bonne idée, ça peut ne pas être une bonne idée. Sans doute que dans le cas présent, c'était une bonne idée. C'est un projet collectif. Hein. Bien évidemment, il y a 3 co-auteurs. Il y a aussi une équipe derrière qui a travaillé sur le bouquin. Et le titre a été vraiment l'objet d'un débat assez passionné, parfois houleux. Et finalement, on en est resté à ce titre-là. Et ça fait écho notamment à des choses qu'on peut écrire ou dire. Alors, Claude Askolovitch, qui vous l'aurez compris n'est pas musulman, et Marwan Mohamed, donc le militant antiraciste, qui vous l'aurez compris donc est musulman, et donc voilà, ce sont des choses qui s'inspirent de discours déjà dans le débat public, et c'est marrant rien inventé, quoi. C'est marrant parce que vous détournez ce qui parfois est peut-être le pire de la politique, c'est-à-dire vous savez des slogans qui permettent comme ça de réduire des situations du réel, vous le détournez et on attend peut-être pas ça de chercheurs, et là justement grâce à ce petit mouvement, on va dire, de balancier subtil, vous attirez comme ça la lumière et vous permettez justement d'entrer dans cette enquête édifiante.
Oui, alors tout à fait. L'autre élément qui est intéressant à mon avis, c'est donc effectivement l'emprunt à Sarkozy, qui lui-même empruntait donc une célèbre formule de Richard Nixon en fait, qui parlait pas de la France mais de l'Amérique, vous l'aurez compris. Voilà. Enfin, le sous-titre est intéressant aussi parce qu'il éclaire le titre. C'est-à-dire que s'il y avait que le titre lui-même, on se demanderait vraiment de quoi il s'agit. Et je pense que le titre et le sous-titre sont en écho l'un de l'autre. Et je pense que ça c'est intéressant. On rentre dans le vif du sujet. Alors c'est en même temps. Alors le sous-titre enquête sur la diaspora française musulmane. Alors c'est en même temps des histoires, je dirais, personnelles. Ça commence d'ailleurs par l'exemple d'Ilham. Les prénoms ont été changés. On le dit, étudiante en médecine voilée qui subit l'humiliation d'un examinateur qui lui demande d'enlever son foulard. Mais aussi une enquête sociologique, je dirais plus générale, sur un phénomène national. Est-ce l'histoire d'une fuite des cerveaux de Français qui se sentent discriminés? C'est un peu, je pense, la question qu'on aime vous poser comme ça. Oui, alors c'est assez largement ça. Il y a quand même une grande majorité des personnes qu'on a interrogées qui effectivement ont quitté la France pour des raisons liées aux discriminations, à l'islamophobie, à des micro-agressions qui sont vécues de façon assez banale, et puis aussi une sorte de charge mentale qui est en fait générée par ce que nous on appelle une islamophobie d'atmosphère, quoi. Islamophobie d'atmosphère, ouais, tout à fait. Il y a aussi d'autres éléments qui sont intéressants. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi une minorité substantielle de personnes à qui on a parlé qui ont quitté la France principalement, je dis bien principalement pour d'autres raisons, des raisons professionnelles, la volonté d'aller en Angleterre pour apprendre l'anglais ou pour parfaire son anglais, ce genre de choses. Mais in fine, de façon directe ou indirecte, la question des discriminations et de l'islamophobie revient tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont quitté la France pour les raisons que je viens de mentionner, donc des raisons professionnelles, mais dont le frère ou la sœur ou des amis ou des proches ou des cousins ou cousines ont dû effectivement subir des discriminations assez fortes, ce qui renvoie effectivement à tous les travaux en sciences sociales sur ce qu'on va appeler les discriminations indirectes, par exemple. Et cela concerne des professions dites d'élite ou des personnes très qualifiées, en tout cas en partie. C'est un drame français. En fait, on peut dire un certain racisme pousse des talents à partir. Oui, alors tout à fait. Il y a, dans notre enquête quantitative, il y a 54% des personnes qui ont au moins un bac plus 5. Donc ça, c'est un élément effectivement c'est beaucoup, qui est à retenir. Bac plus 5, 54%. Voilà. Donc c'est à la fois énorme au regard de la population française prise dans son ensemble. J'insiste sur le fait que effectivement les personnes à qui on a parlé sont françaises. Donc ça c'est vraiment important de le dire et de le marteler. Et donc ces gens-là leur profil effectivement est bien plus qualifié que celui de la moyenne, on va dire, française, mais aussi beaucoup plus qualifié que la moyenne des musulmans français tel que ça a pu être objectivé par l'enquête Trajectoire et Origine, donc coordonnée par l'INED et l'INSEE. Un autre élément par rapport à votre question qui est important, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de parler de qualification de manière assez brute en parlant de bac plus 2, bac plus 5, bac plus 6, mais de dire aussi que pas mal des gens à qui on a parlé ont des métiers qui en France seraient considérés comme des métiers en tension. C'est-à-dire qu'on a effectivement des pénuries d'enseignants, des pénuries d'ingénieurs informatiques, des pénuries d'infirmières, de soignants, enfin voilà. Il y a quantité de personnes à qui on a parlé qui effectivement sont soit enseignants ou enseignantes, infirmières, sages-femmes, des gens qui sont donc effectivement ingénieurs informatiques. Alors là, je vais masculiniser plus précisément parce que je pense que les gens à qui on a parlé qui sont ingénieurs informatiques sont presque tous des hommes, me semble-t-il. Mais voilà, ça c'est un autre élément qui doit nous interroger collectivement. C'est pas seulement bac plus 5, c'est aussi le type de formation et de métier que ces personnes ont et qui de fait ont été formés dans l'université française. C'est ça effectivement, ça fait partie de cette fuite. C'est-à-dire qu'en plus aujourd'hui on en a besoin, parce que comme vous dites, ce sont par définition des métiers à tension. Et on les laisse partir. Alors je dirais pas on les laisse partir volontairement, mais il y a une atmosphère, une ambiance, une montée de l'extrême droite, du racisme, qui fait que on perd cette possibilité de remplir les blocs opératoires, comme vous dites, de faire face à ce qu'on appelle ces métiers en tension. Oui, avec Olivier Esteves, mon invité, co-auteur de La France, tu l'aimes mais tu la quittes, livre événement qui décrit la diaspora, ou c'est une enquête plus globalement sur la diaspora française musulmane, avec, on peut dire, ce constat, la fuite des cerveaux. C'est un appauvrissement de la France quand même, tous ces Français alors de confession musulmane et ou d'origine maghrébine qui partent à l'étranger.
Alors oui, donc on avait parlé avant la publicité. Donc on assiste effectivement assez souvent là-dessus. C'est pas nous qui insistons là-dessus, c'est souvent nos enquêtés en fait qui parlent de gâchis. Je pense que le terme de gâchis revient de façon assez récurrente. Mais ce sur quoi on conclut finalement dans le bouquin, et je pense que c'est important de le dire et de le répéter, c'est l'importance de la justice démocratique. C'est-à-dire que c'est pas seulement un enjeu de rationalité économique. Le coût des formations de ces personnes-là qui finalement va bénéficier à des économies considérées plus ou moins comme rivales de celles de la France, c'est surtout une question de justice démocratique et d'égalité des droits en fait. Bon, je ne m'empêche pas de penser que moi, par exemple, je suis fils d'immigrés portugais. Je me dis que si j'avais été fils d'immigrés algériens, peut-être que ma vie aurait été très différente, en fait. Surtout que je suis un homme. Et ça doit nous interroger en tant que démocratie, en fait. J'assiste sur démocratie. Mais parce que, c'est intéressant, ça veut dire qu'en fait, ce constat de cette fuite à l'étranger, elle est autant à déplorer à droite qu'à gauche, j'ai envie de dire. Quel que soit son prisme politique, c'est-à-dire si on est libéral, mince, parce qu'on perd la richesse. Si on est vraiment dans cette défense de l'égalité sociale, on se dit on a loupé quelque chose. Oui, alors c'est une très bonne remarque. L'Institut Montaigne, en fait, en 2016, avait financé en fait une vaste étude de testing portant sur 6200 CV qui avait été coordonnée par l'économiste Marianne Valfort, qui vraiment voulait objectiver en fait les discriminations religieuses en France. Et je me souviens que quand ça a été sorti, j'avais été très déçu et pas surpris en même temps que cette étude finalement passe assez largement sous les radars et fasse pas en fait la une des médias. Et donc l'Institut Montaigne, bien évidemment, c'est un think tank néolibéral qui dit ou qui a pu dire qu'effectivement les discriminations sous toutes leurs formes coûtent de l'argent à l'économie. C'est ce que font par exemple aussi d'autres think tanks libéraux aux États-Unis par exemple. Alors où partent ces Français? Quelles sont les destinations privilégiées? Est-ce que c'est le retour au bled? Est-ce que c'est les pays du Golfe? Est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que c'est tout ça? Alors c'est tout ça. Alors on va dire retour au bled avec beaucoup de guillemets parce que l'écrasante majorité des personnes à qui on a parlé sont nés en France. Donc je reprends la dialectique, la remigration de l'extrême droite. Il n'y a pas de problème. Ils disent remigration l'extrême droite. L'autre truc également, c'est que lorsque ces personnes évoquent l'éventualité de retourner en France, ne serait-ce que pour les vacances, ces personnes-là disent on va retourner au bled. Oui, mais pour eux, le bled c'est la France. Donc pour répondre plus précisément à votre question, les trois régions du monde qui sont principalement donc visées par ces enquêtés sont d'abord principalement le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, comme j'ai déjà pu le dire, coche un peu toutes les cases, notamment celle de la proximité géographique. Le Canada est aussi un lieu de résidence vraiment privilégié, beaucoup plus que les États-Unis d'ailleurs. Enfin, ça c'est un truc qui est assez intéressant à noter. Et puis après le Golfe Persique, principalement les Émirats Arabes Unis et principalement Dubaï. Et après, de manière un peu plus minoritaire, effectivement les pays du Maghreb et la Turquie. On a essayé de parler effectivement à des personnes d'origine turque, ce qui n'a pas toujours été facile pour toutes sortes de raisons, mais il y a aussi cet élément-là, c'est-à-dire que retourner au bled, comme vous le dites, ça peut vouloir dire également partir en Turquie. Je vais être assez cash. Est-ce que la France est plus islamophobe que le Royaume-Uni, que le Canada, que nos voisins européens ou pas? Alors, c'est difficile de faire un classement de l'horreur, mais il y a deux ou trois éléments importants à mentionner là. Le premier, c'est qu'effectivement l'islamophobie est plus profondément enracinée en France que dans d'autres pays européens, et ça on le voit par rapport à effectivement l'imposition d'un logiciel politique qui, de façon générale, tourne autour de la laïcité d'interdiction. Et bon, c'est pas Beurre FM que je vais essayer de vous persuader de ça. Typiquement, quand on parle de laïcité en France, on parle presque exclusivement ou tout le temps de l'islam et des musulmans. C'est ce que les Américains appellent dog whistle politics. C'est une sorte de langage codé qui permet de parler de questions raciales sans parler objectivement de questions raciales. Donc, effectivement, ça c'est un premier élément. Donc c'est profondément enraciné. La première affaire du voile à Creil, c'était quand même 1989. J'avais 16 ans. Et donc ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, et ça c'est vraiment un truc très important à prendre en compte, c'est que les personnes à qui on a parlé ont le sentiment assez facilement que, je vais un peu simplifier, mais que tout
tout est formidable ailleurs, précisément parce que ces personnes cessent d'être vues comme arabes et cessent d'être vues comme musulmanes une fois qu'elles ont quitté la France. Bon, on parle par exemple à un type dont le pseudo est Wassim, qui est ingénieur informatique donc à Vienne, en Autriche, et qui nous dit voilà, moi ici en Autriche, je deviens une page blanche. Parce que l'Autriche, il n'y a jamais eu de guerre d'Algérie en Autriche, en fait. Qui s'en foutent de l'Algérien, du Marocain, du Maghrébin. Il est vu comme un Européen, il est vu comme... Alors, d'une certaine manière, quitter les frontières de la France, ça permet à toutes ces personnes, d'une certaine manière, de devenir blanches, en fait. Et elles sont vues comme françaises. Alors après, c'est ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises dans les médias, mais ne serait-ce que l'accent que vous avez quand vous parlez anglais à Londres ou à New York, c'est toujours un accent qui est identifié comme français, quoi. C'est pareil d'ailleurs quand on parle français. C'est-à-dire que si vous êtes francophone et que, si vous êtes français, donc vous parlez français à Bruxelles ou à Montréal ou à Genève, vous êtes identifié comme français. On ne va pas vous dire de quelle origine vous êtes, parce que précisément, vous avez un accent français. Ça, c'est des trucs qui, de fait, n'ont rien à voir objectivement avec l'islamophobie en France, mais qui font que ces personnes, dans une très large mesure, ne sentent pas l'islamophobie. Justement, le retour est-il possible? Est-ce que ces exilés partent... Enfin, il est peut-être un peu tôt pour avoir ce recul, mais est-ce qu'on va jamais les revoir en France, en fait? Alors, donc ça, c'est aussi un truc sur lequel on insiste beaucoup. Dans l'étude quantitative, donc, qui repose sur un échantillon de 1070 personnes, il y a plus de 9 personnes sur 10 qui ne souhaitent pas revenir en France. Et à travers nos entretiens qui ont permis, en fait, d'affiner les résultats du volet quantitatif, ce qui apparaît assez clairement, c'est que la petite minorité de personnes qui se voient vraiment revenir en France, qui disent voilà, moi je vais revenir en France dans 2 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, mais je suis sûr de revenir en France, sont des personnes qui en France, le plus souvent, pouvaient assez facilement passer pour blanches, en fait. Je pense en particulier à une personne comme Asia, qui est prof de français à Winnipeg, au Canada, dans une ville où il fait très très froid l'hiver, donc elle a beaucoup de courage, et qui dit voilà, moi dans 3 ans je reviens en France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Asia, elle nous le dit dans l'entretien, lorsqu'elle était, alors elle est issue d'un quartier populaire de Montbéliard, quand elle était scolarisée, elle passait systématiquement pour blanche, en fait. Elle ne porte pas de hijab, et donc elle n'a jamais vécu directement, personnellement, de discrimination, mais par contre, parle de ses frères et sœurs, de personnes dans sa famille ou de connaissances, quoi. Parce que là, vous parlez des Français de confession musulmane, mais j'ai envie de dire, ceux qui sont d'origine maghrébine, qui ne sont pas musulmans, mais qui portent sur leur visage ou leur nom, on va dire, qui sentent un peu l'huile d'olive, j'aime bien cette expression, ils sont aussi frappés par ces discriminations. C'est-à-dire, est-ce que c'est exclusivement le côté religieux ou c'est tout simplement l'appartenance à une origine supposée ? Oui, alors il y a une forte imbrication de différents types de racisme. Il y a un racisme qui est lié effectivement à la religion, un racisme qui est lié aux origines, à ce qui est perçu comme une arabité supposée, quoi. Et puis il y a aussi un racisme de classe, en fait. Enfin, il y a aussi le fait que certains accents de banlieue sont perçus comme vraiment sont vécus comme être porteurs d'un stigmate social dans un certain nombre d'entreprises en France. Et ça, quand on quitte la France, dans une large mesure, ça disparaît. Alors pour revenir à ce que vous disiez s'agissant de quelle est la part qui est prise finalement par la religion dans les discriminations. En fait, en entretien, on a eu entre, alors je veux dire ça au doigt mouillé, mais on a eu entre un quart et un tiers de personnes qui nous ont dit, souvent d'ailleurs dès le début de l'entretien, ce qui est une manière de rendre hommage un petit peu au courage et à la discipline que ça requiert effectivement d'être musulman dans sa pratique, en fait. Des personnes qui nous disent, vous savez, moi je suis pas vraiment musulman. Vous savez, moi je suis pas musulman ou musulmane, mais il se trouve que je m'appelle Asdine ou Mohamed ou alors Samira. Avec aussi un autre élément qui est important, c'est celui en fait du genre. C'est-à-dire que c'est ce qu'a montré très bien d'ailleurs l'enquête sur les discriminations religieuses, coordonné par Marianne Valfort, le fait que si vous ne portez pas de hijab, j'insiste là-dessus, si vous ne portez pas de hijab et que vous êtes une femme donc d'origine du Maghreb, vous avez 3 fois moins de chances d'être discriminé que si effectivement vous vous appelez Mohamed. Donc là, il y a une dimension de genre qui est très très importante et que je pense les personnes qui sont les premières concernées le savent très bien, de toute façon. Donc ça, c'est intéressant quand même, parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent, qui, peut-être comme vous le dites, il y a toujours cette fameuse phrase. Alors, d'ailleurs, on s'en fout, on ne demande pas aux gens quelle est leur religion, mais
on les met malgré eux dans une catégorie qui est souvent liée à leur prénom. Puis on revendique aussi nos origines, mais c'est vrai qu'on peut nous placer comme ça dans la sphère professionnelle notamment dans une case religieuse. Moi souvent c'est la fameuse question. Mais tu bois de l'alcool, tu manges du porc, mais un apéro j'ai vu. Voilà, et ça c'est vraiment. Mais c'est rigolo, mais dans les on va dire dans les banquets pro ou je sais pas comment ou les after work, c'est un truc qui revient. Alors ce qu'on essaie de montrer dans les entretiens, mais encore une fois, ça devrait être peut-être un peu plus investigué, affiné, mais en tout cas il y a un certain nombre de pistes qu'on décèle. Il y a vraiment en France un assimilationnisme culinaire extrêmement fort. Autrement dit, et souvent ça passe par des choses très proverbiales, tout est bon dans le cochon, ce genre de choses. L'injonction à boire de l'alcool est très forte en France. Et elle est beaucoup moins forte dans d'autres pays, même dans des pays que l'on associe assez banalement à la consommation d'alcool. Pensons par exemple à la centralité de la culture du pub en Angleterre. Malgré ça, il se trouve que il y a quand même un respect qui est beaucoup plus fort vis-à-vis effectivement de personnes qui décident de ne pas boire d'alcool pour toutes sortes de raisons. Ça peut être pour des raisons religieuses ou pour d'autres raisons. Et ça effectivement, s'agissant précisément de la consommation d'alcool, c'est-à-dire que si en France vous êtes dans un secteur d'activité, que vous appartenez à des classes managériales, on va dire, et que vous vous appelez, je sais pas moi, Thierry ou Jean-Marc, mais que vous ne buvez pas d'alcool. C'est un peu étrange, ça constitue une sorte d'handicap social un peu light, quoi. Mais si par contre vous appelez Mohamed et que vous ne buvez pas d'alcool, là tout de suite vous êtes frappé de suspicion. Quoi. Ça devient un acte religieux, tout à fait. Je vais être franc, là il y a la musique qui passe, je suis jaloux. Parce que ce livre, j'aurais adoré l'écrire, parce que cette évidence a été devant nous. On connaît le phénomène, on a tous des gens dans notre entourage, surtout ici à Beurre FM. Mais on a presque intériorisé peut-être et accepté le mal, vous savez, on s'en rendait même pas compte. Donc merci à Olivier, Alice et Julien, qui sont les trois auteurs, d'avoir pu avec une certaine distance analyser, observer ce phénomène. Franchement, Hakim. Merci à vous. Magnifique livre que l'on conseille évidemment aux auditrices et aux auditeurs. Oui, je dis, c'est au Seuil, j'ai quand même dit, normalement c'est la première chose. Édition du Seuil, La France tu l'aimes mais tu la quittes, enquête sur la diaspora française musulmane, Olivier Esteves, Alice Picard, Julien Talpin. Merci à vous deux. Vous voulez rajouter un petit mot? Oui, non, juste je voulais remercier à nouveau les éditions du Seuil, c'est pas pour faire mon petit faillot, mais de nous avoir soutenus. Le prochain livre, l'intéressement doit être important, de nous avoir soutenus dès le départ sur le projet. Merci encore. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Beurre FM.